des mercredis de Force républicaine. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est la révision des lois bioéthiques et ses conséquences pour l'enfant et la filiation. Bruno Retailleau a choisi d'aborder ce thème alors que le texte vient d'être voté hier à l'Assemblée nationale et va désormais être soumis au vote des sénateurs. Alors une révision des lois bioéthiques, c'est toujours un moment particulier parce que les sujets relèvent parfois de la conscience intime de chacun. En l'occurrence, beaucoup reprochent à ce texte, tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale, de faire sauter des verrous sur le plan éthique. Alors c'est un texte qui soulève de très nombreux sujets, les examens génétiques, la question des dons d'organes et de la transplantation, les recherches sur l'embryon, l'usage de l'intelligence artificielle dans la santé. En l'occurrence, ce soir, on va se concentrer donc sur ses conséquences sur l'enfant et la filiation, et pour en parler, on a 2 spécialistes et surtout 2 grands témoins qui ont été très impliqués dans l'examen et dans le vote du texte. Le député LR de Meurthe-et-Moselle, Thibault Bazin, qui est également vice-président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Bonsoir. Et le professeur Pierre Lévy-Soussan, le docteur Pierre Lévy-Soussan, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, spécialiste en matière de filiation et parentalité. Alors chacun d'entre eux aura d'abord la parole pendant 10 minutes, puis ils répondront aux questions que vous leur poserez depuis les différents ateliers de Force républicaine avant que nous passions la parole à Bruno Retailleau pour conclure, et vous pourrez ensuite procéder au débat. Alors, monsieur le député, Thibault Bazin, on commence par vous. Vous avez assisté, vous, à la totalité des débats. Vous avez été de ceux qui, à droite, vous êtes opposés avec force à un certain nombre de dispositions de ce projet. Vous avez énormément travaillé sur ce texte. Vous avez passé des heures, vous avez passé des nuits en séance à l'Assemblée. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu l'impression d'obtenir des choses ou est-ce que vous avez le sentiment de vous heurter à un mur idéologique? Vous avez la parole. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'accueil. Une révision de loi de bioéthique, c'est souvent un grand rendez-vous entre la science et le monde politique, avec la société civile. C'est le moment où on se pose des questions, on se questionne par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qui est techniquement possible. Ce rendez-vous, il est souvent précédé par des états généraux de la bioéthique. Et c'est mal commencé, puisque ces états généraux ont été abrégés au bout de 4 mois, alors que parfois ils prennent jusqu'à 18 mois. Et ils ont été abrégés pour une simple et bonne raison, c'est que le résultat de la consultation n'allait pas exactement dans le sens du président de la République, et il ne suffisait pas juste de changer le président du comité consultatif national d'éthique, il fallait aussi que les consultations puissent être exactement en sens unique, et ce n'était pas le cas. On a eu un projet de loi déposé fin juillet. Ce n'est pas la meilleure période pour l'étudier. Là encore, on n'assure pas les bonnes conditions de ce rendez-vous. Fin juillet, au moment où le Parlement arrête ses travaux, on organise à la va-vite des auditions, choisies par des rapporteurs, peu équilibrés dans les différents avis, ce qui pose question quand on commence à regarder les différents impacts que peut poser ce texte, et une importance donnée à la question de la PMA et de la filiation disproportionnée par rapport à l'ensemble des sujets qui sont posés par la science aujourd'hui. La technique de la PMA a peu évolué. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi on a mis à l'article 1 de ce projet de loi qui en contient 32 la PMA. Et avec celui de la filiation qui est l'article 4, ça ne représente que 2 articles sur 32. Pour autant, en commission, on a passé 3 jours sur la PMA et 1 seule journée et 1 nuit sur le reste des articles. En séance, on nous a contraints à un temps législatif programmé. On s'est dit 50 heures, c'est très bien, ça fait beaucoup de temps. Mais en réalité, au bout de 2 semaines d'examen, on n'en était encore qu'à l'article 4. Et on s'est retrouvé vendredi à commencer à étudier les sujets liés à la recherche à la va-vite, puisqu'il nous restait plus que 2 heures de temps, alors que, pour ma part, 3/4 de mes amendements ne concernaient pas la PMA. Et dans la presse, on n'a traité quasiment que de la PMA. Et quand vous demandez aux élus, est-ce qu'ils ont voté pour ou contre la PMA? D'ailleurs, le texte de l'article 1 fait 47 alinéas. La question de l'extension de la technique s'arrête à l'alinéa 3. Le comment en bioéthique est parfois plus important que la finalité qui est posée. Et on voit bien, si on a une finalité qui peut être respectable, en tout cas une attente qui peut être entendue,
le moyen d'y arriver doit être lui aussi humain, doit respecter nos principes. Et on le voit bien, on a un vrai problème de sémantique. On parle de couple, on parle de femme seule. Qu'est-ce qu'un couple ? Je peux être en couple dans 10 minutes et dans une demi-heure ne plus être en couple. La question de la femme seule, qu'est-ce que c'est une femme seule ? Et on voit bien que par rapport au texte qui nous est présenté, on a un vrai questionnement. Et il y a une confusion rien que sur la PMA. La PMA, pour 96% des enfants qui en sont issus, elle se fait avec les gamètes des deux parents. La PMA avec tiers donneur, et on utilise le même terme, concerne seulement 4% des enfants qui sont issus d'une PMA. Et on voit bien, procréation médicalement assistée, est-ce qu'elle devient, si on supprime le critère pathologique, seulement une assistance technique ? Comment va évoluer la relation médicale ? Si on supprime la condition qui est au moins un gamète d'un des deux parents, on rend donc possible le double don, et donc on complexifie encore plus, avec un double tiers donneur, la quête des origines. Et aujourd'hui, pour ces 4% qui avaient cette problématique, qu'on n'avait pas évaluée en 1994, moi j'étais très jeune, hein, mais pour le législateur de l'époque, qui ne semblait pas avoir imaginé les conséquences 20 ans plus tard dans le développement psychique de l'enfant, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on prend des risques sans savoir dans 18 ans ce que ça va donner. Ce d'autant plus qu'on va ouvrir la levée de l'anonymat dans 18 ans, pour des enfants qui, pour certains, n'auront pas eu de père, pour d'autres qui n'auront pas eu de deuxième parent. Et donc ces enfants, ces personnes majeures issues du don, ne rechercheront pas seulement leur origine biologique, peut-être qu'ils rechercheront aussi un deuxième parent. Et si en plus, pour le premier parent, un accident de la vie lui est arrivé, ça peut être d'autant plus problématique. Il faut conjuguer en bioéthique tous les articles, tous les alinéas, parce qu'il y a un effet Mikado et un effet domino. Si vous ajoutez la possibilité donc de la levée de l'anonymat, on voit bien qu'il va se poser d'autres questions. On ne sait pas comment va réagir le donneur et la personne devenue majeure issue du don. Dans 18 ans, personne n'est capable aujourd'hui de dire quelle sera cette relation qui pourra se créer. Mais en plus, on a rendu possible le don sans l'accord du conjoint. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir l'irruption dans le foyer, dans 18 ans, d'un enfant issu du don qui toquerait à la porte, et alors là, la paix sociale pourrait être brisée. Alors, il faut se poser toutes les questions. Il faut aussi se questionner par rapport à cette question qui est aussi sous-jacente de la construction psychique de l'enfant. Et on le voit bien, quand un papa est parti, il existe pour autant à l'origine. Là, la société va mettre ses moyens, y compris en le finançant par l'assurance maladie, pour créer ab initio une filiation fondée sur... Alors, je laisserai le pédopsychiatre s'exprimer, mais sur quelque chose qui pourrait questionner de manière encore plus profonde l'enfant. On fait tomber notamment le principe mater semper certa est. Et vous le savez, parfois les couples se défont, peu importe d'ailleurs l'orientation sexuelle de ces couples. Et les questions de conflit qui se règlent devant le juge sont parfois très complexes. Et on le sait, l'enfant à un âge peu avancé a parfois besoin, de manière plus importante, d'être avec la maman. En tout cas, c'est ce qui est parfois préconisé, et c'est tout un débat, et certains pères le reprochent d'ailleurs, et on a un certain nombre de débats là-dessus. Comment on se retrouve demain s'il n'y a pas de différence entre celle qui a accouché et sa compagne ? Ce sont des questions qu'il va falloir nous poser.
Sinon, on laisse demain un certain nombre de conflits possibles. C'est la même chose sur la question de la patrimonialité. Mais ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a le Conseil d'État et le CCNE qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'études fiables, d'études sérieuses. Il serait prudent d'en avoir avant d'aller plus loin. On avait un article 4 sur la filiation. Dans la mission préalable à cette révision, on nous avait dit « Faites attention, la filiation, c'est un bloc très complexe. Quand vous touchez quelque chose, par ricochet, vous pouvez avoir une déstabilisation totale. Et derrière, la filiation, elle est là pour protéger l'enfant. Elle est là uniquement pour protéger l'enfant. Et le problème, c'est que cet article 4, qui a été soumis par le projet de loi au Conseil d'État, a été réécrit totalement au coin d'une table entre la ministre et la rapporteure, suite aux auditions avec la pression qu'il y avait eu d'un certain nombre d'intervenants. Ce qui fait qu'on a examiné cet article 4 totalement réécrit par voie d'amendement, sans avis du Conseil d'État. Et donc sans étude d'impact. En faisant entrer dans le titre 7 un chapitre 5 de l'AMP avec tiers d'honneur, qui concerne à la fois les couples hétérosexuels et les couples homosexuels qui ont recours à un tiers d'honneur, alors qu'ils étaient dans les dispositions générales. Quelles en sont les conséquences? Je n'en sais rien. Je suis déjà trop long. Merci, monsieur le député. Non, c'est une entrée en matière très importante, très intéressante, et puis surtout qui me permet de donner la parole de manière tout à fait naturelle au docteur Pierre Lévy-Soussan, parce que vous, docteur, vous avez été entendu plusieurs fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, et en particulier, là, récemment, vous avez été entendu devant la commission chargée de l'examen de ce texte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous étiez venu y raconter, et surtout si vous avez eu le sentiment d'être écouté et d'être entendu? Alors, à part par monsieur le député. Bon, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation pour mettre en question tous ces problèmes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les spécialistes de l'enfance ont très peu été écoutés. Ils ont été écoutés, si je puis dire, par acquis de conscience, histoire de dire on vous a écouté, mais on n'a absolument pas entendu tout ce qu'on pouvait dire justement sur les problèmes que cela pouvait être par rapport à une logique d'enfant. Et la première chose que je pourrais dire, c'est la difficulté que la société a à s'identifier à l'enfant, à s'identifier à ses besoins, à s'identifier à ses droits. Est-ce que l'on parle de ce dont l'enfant, quels sont les besoins de l'enfant, quels seraient les droits de l'enfant à avoir quelque chose? J'avais un professeur Soulet, qui disait par rapport à l'adoption, lorsqu'on devait justement faire des agréments pour des couples, il disait l'enfant est celui qui prend tous les risques. Effectivement, les adultes, ça y est, ils ont grandi, ils ont fait leur vie. L'enfant est celui qui prend tous les risques. Et nous sommes dans une société qui a énormément de mal à privilégier, si je puis dire, ses identifications à l'enfant, et qui est bien plus à même de s'identifier aux droits des uns, enfin en tout cas aux droits des adultes, par rapport à l'enfant. Et alors que l'enfant est dans une situation de dépendance absolue au monde adulte. Et là est le vrai problème, c'est-à-dire il est dans cette dépendance, et donc il va arriver dans un monde d'adulte où il sera sous le coup de ce droit absolu dans lequel on le met d'emblée. Parce que la grande différence par rapport aux lois précédentes, par rapport à l'adoption, où là l'enfant existait déjà, la vraie différence, c'est que là, l'enfant sera créé ab initio, comme vous l'avez très bien dit, dans une situation totalement inédite. Parce qu'une chose est, lorsque la science est utilisée pour lutter contre l'infertilité des couples, donc ça c'est le rôle de la médecine, et en tant que médecin, ça on sait faire, hein, par rapport à une infertilité de couple. Une autre utilisation de la science, c'est en dehors d'un rôle médical. Et là, on sort, si je puis dire, de la médecine. On sort du rôle de la médecine avec une utilisation de la science pour totalement autre chose, qui n'est plus du tout la mission de l'infertilité. Donc là, le changement est là, c'est-à-dire que avant, c'est-à-dire que donc ça c'est le premier point, mais surtout ce que les gens oublient, c'est que déjà en tant que tel, l'AMP, parce que
tout le monde dit PMA, c'est-à-dire procréation, en insistant sur la technique. Mais ça a changé, c'est-à-dire on utilise, nous, le terme d'AMP, à la deuxième loi, par rapport à la deuxième loi de révision de bioéthique, c'est-à-dire aide médicale à la procréation, c'est-à-dire c'est une aide. Et déjà, l'AMP en tant que telle, cela posait des problèmes. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une technique banale, une technique, une technique que l'on pouvait faire, que ce soit pour les dons qui avaient lieu à l'intérieur du couple, c'est-à-dire quand c'était une fécondation in vitro avec du matériel génétique venant du couple. Déjà là, le fait que la scène de procréation se passe dans un laboratoire et non pas dans une couette, déjà ça c'est compliqué et pour le couple et pour l'enfant. Donc même les techniques de base d'AMP qui fait qu'on va faire une fécondation in vitro, transformer cet enfant de la science qui a été conçu biologiquement ailleurs comme s'il avait été conçu par le couple, déjà ça, c'est pas simple dans la tête des parents et c'est pas simple dans la tête de l'enfant. Si on rajoute une complexité qui est que, au lieu que les gamètes viennent du couple, les gamètes viennent d'un autre lieu, d'un autre endroit, d'un don, soit de sperme, soit d'ovocytes, voire même don d'embryon, on rajoute une complexité. Et on rajoute une complexité à transformer cet enfant de la science en un enfant du couple. Et déjà là, les députés, les politiques et même la population générale ne sont pas familiers avec comment ça marche. Parce que je vais vous parler des cas où ça ne marche pas, mais c'est surprenant de savoir comment on fait pour transformer un enfant où il y a un don de sperme ou un don de... Comment va faire l'homme pour se considérer comme le père de l'enfant? Parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire une AMP, que ce soit... c'est de faire comme si l'enfant était le sien. Et parfois, ça ne se fait pas. Parfois, ça ne se fait pas, c'est-à-dire vous avez des couples, vous avez des hommes qui ne vont pas se considérer comme le père de l'enfant en raison même de l'idée qu'ils ont, du fantasme qu'ils ont, parce que le problème de cette loi ne parle absolument pas des enjeux inconscients. Or, pourtant, ces enjeux inconscients sont extraordinaires. Et c'est ça qui est passionnant dans cette clinique. Et vous avez parfois des hommes qui ont fait appel, enfin de couples, qui ont fait appel à un don extérieur, et l'homme sera envahi par ce donneur et ne pourra pas se considérer comme le père. Il se considérera soit comme un éducateur, et parfois c'est sa conjointe qui aura du mal. Pourquoi? À cause de l'idéologie extrêmement présente du lien du sang, de la vérité, de l'ADN. Si vous regardez toutes les expressions qu'il y a maintenant dans l'ADN, dans l'entreprise, etc., c'est extrêmement valorisé. Et là, quand on parlera un peu de cette loi, on va voir à quel point cette loi est totalement paradoxale. Parce que d'un côté, on valorise la volonté, la sociologie dans toute situation, et d'un autre côté, on valorise le lien du sang et la vérité biologique par rapport aux origines. Or, il n'y a pas plus attaquant sur le plan de la construction de père et de mère de valoriser le lien du sang, parce que ça sera toujours au détriment du lien psychique. Donc il est vrai que déjà dans l'AMP à la base, c'est pas simple, c'est compliqué, et aucune étude d'impact n'a été faite déjà en France par rapport aux problèmes qui se posent déjà de l'AMP en France. Et tous les spécialistes, et on est effectivement un certain nombre à travailler sur ces questions, on est effaré de voir déjà les problèmes que l'AMP de base pose. Mais il y en a eu à l'étranger des études réalisées sur ce sujet, docteur? Alors, il y en a eu, mais il y en a très peu. C'est-à-dire, à la fois, il y en a très peu. À la fois, bon, on parlera un peu des études, mais c'est vrai que la majorité des études là-dessus, ce sont des études extrêmement partisanes et militantes. Donc, c'est compliqué. Et les études que l'on peut avoir, elles nous montrent à quel point cela favorise des situations à risque. Donc, c'est vrai que... Et entendre effectivement des spécialistes qui vous disent voilà, là on va augmenter les risques, ça va être plus compliqué, plus difficile. On a du mal en France par rapport aux enfants à entendre une pensée préventive. C'est plus facile de parler d'écologie, mais lorsqu'on parle des enfants, tout à coup la pensée préventive elle s'arrête et on est prêt à faire courir tous les risques à l'enfant. Merci beaucoup, on va y revenir. Juste une petite question, monsieur le député, je me permets de réagir sur quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous avez parlé d'un projet de loi déposé dans des mauvaises conditions. Or,
la droite a quand même donné un peu le sentiment d'être divisée à l'Assemblée nationale sur la question de l'extension de la PMA aux femmes et aux couples de femmes. Il y a quelques Français qui se sont étonnés du peu de mobilisation des élus au moment du vote de l'article 1. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler ? Sans tomber dans l'antiparlementarisme, ceux qui ont la possibilité de s'exprimer, de porter des amendements sont présents tout au long du texte. D'autres sont dans d'autres commissions, ont d'autres groupes de travail. Et ce qui compte, c'est le vote solennel où tout le monde est présent. L'article 1, personne ne savait à quel moment il serait voté. Et quand vous faites 3 semaines du lundi au samedi, vous ne pouvez pas demander aux 577 députés d'abandonner leurs autres commissions où ils sont membres, les autres travaux qu'ils peuvent mener. Certains étaient opposés à l'article 1, mais n'ont pas pu être présents. Pour autant, certains ont co-signé des amendements. Et je peux vous dire que dans le groupe, une très large majorité avait co-signé des amendements pour s'opposer à cet article 1. Merci beaucoup. Et alors, tant qu'on est sur ce sujet-là très spécifique de l'article 1, docteur, vous avez déclaré notamment pendant votre audition que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ça allait aboutir à une discrimination de l'enfant privé de père. Or, le gouvernement a quand même argué maintes fois que beaucoup d'enfants grandissent sans père, notamment les orphelins. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi un orphelin de père pourrait connaître des conséquences plus compliquées pour son développement qu'un enfant qui a été conçu sans père, mais qui est très aimé Alors, c'est un peu ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important de différencier les histoires de vie compliquées où un père n'est plus là, disparaît, meurt, quitte et laisse la femme seule. Ce sont des histoires de vie. Déjà, ces histoires de vie, elles sont en tant que telles plus compliquées pour l'enfant. C'est plus compliqué pour l'enfant avec une histoire douloureuse, difficile, de séparation ou de femme seule. En tant que telle, on sait que c'est plus compliqué pour l'enfant et pour la femme. Pour les deux, c'est plus compliqué. Mais ce sont des histoires de vie. Ce sont des histoires de vie qu'ensuite la femme, la mère peut expliquer par rapport à son histoire et par rapport à celle de l'enfant. Et par rapport à ce père disparu. C'est pas la même chose un père qui disparaît ou un père qui s'absente ou un père qui meurt que dès le départ, ab initio, une absence totale, voulue et désirée. Aucune femme dans ces situations d'histoire de vie complexe n'a voulu ça, n'a voulu que cet homme disparaisse, etc. Donc, en fait, ce sont des histoires radicalement différentes. Et là, en fait, on va utiliser la science pour, dès le départ, mettre l'enfant dans une position où la position de père n'existera pas. Donc, c'est pas du tout le même cas. Et là, on a à la fois le risque propre au fait de la monoparentalité, qui est une situation que l'on connaît comme plus complexe et augmentant les risques pour l'enfant, mais en plus, on a le fait de la volonté de cette femme ou de ces femmes de mettre l'enfant dans une situation volontairement où il n'y aura pas de père. Ce qui est forcément beaucoup plus compliqué, étant donné que l'enfant devra affronter cet élément de son histoire au sein du psychisme maternel. Ce qui est ni facile pour l'enfant, ni facile pour la mère. C'est pour ça que quand on a un discours qui banalise tout ça, on ne rend service ni à l'enfant, ni à la mère, ni aux femmes, ni aux hommes qui n'ont pas bien compris cette histoire où ils sont peu à peu sortis de la scène. C'est-à-dire on a à la fois une société qui va valoriser le rôle du père, symbolique, autorité, et en même temps, on fait une loi qui permet son éradication et sa disparition. Et toutes ces dissociations sont constamment présentes tout au long de cette loi. Où à la fois on va avoir un discours et en même temps son opposé. À la fois je valorise la volonté et en même temps je valorise le lien du sang. À la fois je dis un père c'est important pour les institutions et pour la République et l'homme c'est important et la parité c'est important. Donc on a à la fois un discours où on dit que la parité c'est important et en même temps on supprime la notion de parité pour un enfant. Et là encore, parce que très souvent l'argument qui est donné, c'est oui, mais vous savez, l'enfant il pourra valoriser une position paternelle chez l'oncle, le grand-père, la grand-mère, que sais-je. Mais là encore, ça n'a strictement rien à voir. Rien ne remplace ce que c'est que le vécu corporel, intime au sein du couple, un père. Et pas la peine d'avoir fait beaucoup d'études pour le savoir et pour le comprendre. Et que ça ne remplace pas du tout ces interactions au quotidien avec un homme dont on sait que ce qu'on appelle le style interactif est radicalement différent que celui de la mère et que celui de la femme.
Et ensuite, par rapport à la question qui avait été faite à un moment sur l'Académie de médecine qui disait oui, c'est la question sur le risque anthropologique qui avait été énoncée par M. Mattei. Bon, les gens n'ont pas bien compris ce que ça pouvait être un risque anthropologique. Mais effectivement, c'est-à-dire nous qui travaillons sur ces questions de filiation depuis 20 ans, on le sait, mais le risque anthropologique, c'est véritablement de supprimer l'engendrement comme base symbolique de la filiation. Or, en fait, c'est pour le coup quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire parce que pourquoi la filiation marche? Comment chacun a fait pour transformer les deux adultes qui étaient à la base de sa naissance, comment l'enfant fait pour les transformer en père et mère? Aussi bien dans une situation de base, où des fois d'ailleurs ça ne marche pas, que dans une situation adoptive ou comme une position de PMA. Ben, l'enfant peut arriver à transformer, et j'utilise bien le thème de transformation, parce que la filiation, c'est transformer un homme en père et une femme en mère, ou transformer un bébé en fils ou un bébé en fille. Et en fait, cette transformation ne va pas de soi. Et pourquoi elle marche? Elle marche précisément pour des raisons anthropologiques, c'est-à-dire en raison de ce qu'est le montage de la filiation, c'est-à-dire où l'enfant va pouvoir imaginer venir de son père et de sa mère. Et c'est comme ça qu'il va, en fait, de cet homme et de cette femme, et c'est comme ça qu'il va les transformer en père et mère. Et c'est pour ça que ça marche l'adoption. Et c'est pour ça que ça marche l'AMP. Mais c'est aussi pour ça que parfois ça ne marche pas lorsque l'homme ne se sent pas père à 200% et lorsque la femme ne se sent pas mère à 200%. Et le fait d'éliminer la scène symbolique d'engendrement à la base de cela, qui est l'essence même du titre 7, le titre 7, qui est vraiment ce qu'on appelle la filiation charnelle, repose sur l'engendrement. Et à partir du moment où on dévalue, où on déqualifie, et on dit mais finalement on n'a pas besoin de cette scène d'engendrement, c'est-à-dire du fait de s'originer d'une scène d'amour ou d'une scène de procréation, parce que l'amour on en parlera tout à l'heure, et en fait c'est essentiel pour les origines de l'enfant. Donc virer cette scène-là sur le plan de la filiation, là pour nous c'est retirer le noyau atomique de la filiation. Et vous parliez tout à l'heure des conséquences, effectivement du coup plus rien ne peut tenir, parce que oui du coup les enfants ne pourront pas s'originer de cet homme et de cette femme comme venant d'eux. Donc on ne peut pas s'originer d'une seule personne, on ne peut pas s'originer de deux personnes de même sexe. Donc du coup la question des origines, ce qu'on appelle la fiction de la filiation, c'est-à-dire le fait de faire comme si cet homme et cette femme étaient ses parents, ne tient plus, c'est-à-dire c'est une attaque directe de la fiction juridique. Et dans la série Théorie des dominos, si on récuse la fiction juridique au niveau de la filiation, on va la récuser dans tout le reste. C'est-à-dire le fait de faire de la réalité ce qu'on veut, sans aucune base raisonnable. Parce que ce que l'on élimine dans ces cas-là, c'est la raison qui était la garantie de la filiation. Merci beaucoup. Au passage, on répond à la question de Christophe, qui s'interroge sur les difficultés psychologiques que peuvent connaître ce que vous appelez les enfants de la science. Monsieur le député, vous vouliez réagir ? Oui, la question qui se pose, parce qu'on raisonne toujours par rapport aux enfants qui sont aujourd'hui ici. Mais bien sûr que les enfants qui sont existants aujourd'hui, on doit les accueillir quel que soit leur mode de conception. La question, c'est quel monde nous voulons pour demain ? Et cette question, c'est est-ce que notre société doit prendre la responsabilité de créer des enfants sans père ? Non pas par un élément historique ou par des aléas de la vie, des accidents. Est-ce que notre société prend la responsabilité d'offrir que 2 grands-parents à un enfant ? Oui, s'il n'y a qu'une seule parentèle avec la femme seule. On en a très peu parlé dans les médias, cette notion d'ouvrir cette technique à une femme seule. Et finalement, on renie la richesse d'avoir une certaine altérité qu'on propose à l'enfant. Et la construction de pouvoir s'éloigner d'une fusion avec sa mère est essentielle dans le parcours. Et la société, finalement, prend une responsabilité dont on ne mesure pas toute la gravité. On prend des risques, d'une certaine manière, pour répondre à des attentes d'adultes, mais ceux qui ne se prononcent pas aujourd'hui, c'est ceux qui les vivront, c'est les enfants, ces personnes qui sont les plus vulnérables. Et finalement, il y a une question de conscience. C'est est-ce qu'on a conscience du sens de la procréation ? Et il y a quelques années, on a supprimé la condition pour donner des gamètes d'avoir déjà procréé. Mais imaginez, dans cet effet domino, si on n'a plus conscience, puisqu'on n'a jamais procréé, de ce que c'est engendrer, demain, qu'il y ait un
un enfant, enfin une personne majeure issue de ce don qui arrive 18 ans plus tard en disant « en fait, je suis issu de ce don », ça peut questionner. Et si ce donneur n'avait pas procréé et 20 ans plus tard, finalement, aurait eu envie d'avoir des enfants, mais n'a pas eu la possibilité d'en avoir, et qui se prennent mutuellement tous les deux d'affection l'un pour l'autre, si en plus il n'a eu qu'un seul parent, qu'est-ce qui empêchera qu'il se crée quelque chose entre les deux personnes si mutuellement elles le veulent? Ces questions-là peuvent se poser. On prend cette responsabilité-là. Et en fait, c'est le rapport à la technique. Est-ce qu'on a un sens lorsque cette technique n'est plus limitée? Et aujourd'hui, on supprime le critère pathologique. Rien n'interdira demain un couple hétérosexuel qui n'a pas de problème de fertilité de passer par l'AMP. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est un parcours exigeant. Oui, mais parfois, ça permet aussi, quand on est très très stressé sur un certain nombre de questions médicales, de pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments dans l'éprouvette. Cette hypothèse peut exister. Je ne dis pas qu'elle sera la part principale, mais elle peut exister. Rien n'interdira à un couple de femmes dont l'une n'a pas de problème de fertilité de faire appel à d'autres ovocytes. Rien ne l'interdit dans le texte actuel. Alors, on espère que le Sénat... Mais on est en train de se poser des questions qu'on n'a pas assez encadrées dans le texte. Et cette suppression du critère pathologique, elle a des conséquences, y compris pour le médecin, qui ne pourra plus dire non. Aujourd'hui, un couple qui arrive hétérosexuel, et on sait qu'il y a 99,9% de chances que l'AMP n'aboutisse pas, il a cette capacité de pouvoir dire non. Demain, comment le médecin pourra dire non s'il est sûr que l'AMP n'aboutira pas? Parce qu'en fait, il faut mentir à personne. Ce n'est pas parce qu'on a étendu dans le droit cette possibilité qu'il y aura forcément un enfant pour chaque femme qui se présentera et qui demandera l'AMP. Et on fait quelque chose de dangereux à côté avec l'autoconservation des gamètes, c'est qu'on fait croire qu'elles pourront avoir un enfant, y compris à un âge où c'est beaucoup plus difficile pour leur propre santé. Et là où on a complexifié avec la technique, c'est qu'une insémination de sperme offre parfois plus de résultats et moins de complications qu'une fécondation in vitro avec transfert de l'embryon. Et là, on est sur des questions médicales. Enfin, il y a certains médecins, moi je ne suis pas médecin, mes mots ne sont peut-être pas exacts, mais ça pose de vraies questions. Et je crois qu'un enfant, il ne s'obtient jamais, il se reçoit. Et s'il y a une faille dans ce projet de loi, c'est d'avoir posé comme fondement, y compris de la filiation, du droit à l'accès à l'AMP, le projet parental. Et un enfant, c'est beaucoup plus qu'un projet. D'ailleurs, quand un couple vient en disant « j'ai une bonne nouvelle », il ne vous dit pas « j'ai un projet parental », il vous dit « on attend un enfant ». On attend un enfant. On attend un enfant. Il se reçoit. Et je crois que c'est quand même... ce fondement est extrêmement fragile, alors que la filiation est là pour protéger l'enfant. La volonté, c'est versatile. Quand vous aurez des consentements viciés, comment ça va se passer? Parce que si l'enfant n'est pas issu de l'AMP, on arrivait toujours à se dire il y a eu un père, il y a eu un deuxième parent. Alors, lequel? Mais là, s'il y a eu un consentement vicié, quelles seront les conséquences pour l'enfant? L'avis d'un médecin, justement. Oui, effectivement, je voulais réagir parce que enfin, vos remarques sont importantes parce qu'on a appelé, lorsque vous avez dit que tous les états généraux de la bioéthique ont été balayés d'un revers de main, ça c'est une vraie réalité. C'est-à-dire, en fait, on a appelé la bioéthique à la rescousse avec un président du CCNE qui disait « je ne sais pas ce que c'est que le bien et le mal ». Donc on a appelé l'éthique à la rescousse alors que l'éthique elle-même est en crise dans notre société et ne sait plus discerner effectivement ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et ce qui amène effectivement à cette réflexion de Pierre-André Tagueyev, c'est-à-dire est-ce que le techniquement possible est-il le moralement souhaitable? Et on n'a absolument pas répondu à ces questions, étant donné que toutes les limites et tous les clignotants que les spécialistes ont donnés n'ont pas été auditionnés. Et n'ont pas été écoutés en raison justement du privilège du droit des adultes par rapport au droit des enfants. Et par rapport à ce que vous disiez de ce qui va se passer plus tard,
en fait, on a déjà un recul par rapport à ça. C'est-à-dire le fait de, quand ça ne se passe pas bien, l'AMP, c'est-à-dire quand ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire lorsque les enfants ne sentent pas qu'ils ont un père ou ne sentent pas qu'ils ont une mère, on le sait déjà. Et on le sait déjà avec tous les enfants devenus adultes qui n'ont pas réussi justement ce mécanisme de transformation et qu'on va retrouver chez les militants purs et durs, droit des origines et je veux connaître l'origine de mon ADN, etc. Donc en fait, on a la preuve sous les yeux que parfois ça ne marche pas bien, que parfois ils n'ont pas réussi à transformer cet homme et cette femme en père et mère. Alors ils ne vont pas le formuler comme ça, bien sûr, ils vont le dire d'une façon beaucoup plus je ne cherche pas mon père, mais je sais bien que mes parents sont mes parents, mais... Et en fait, on voit dans toutes ces histoires, en tout cas que moi j'ai pu connaître en clinique, à quel point justement la fiction avait eu du mal à se mettre en place. Ces couples avaient du mal à assumer le fait d'avoir fait appel à un tiers d'honneur. C'était compliqué au niveau psychique, au niveau de l'annonce, et on sent bien que la solution de l'enfant d'aller chercher le géniteur, c'est un plan B, c'est-à-dire le plan A qui consistait justement à transformer ses parents pour de bon. Eh bien oui, ça n'a pas marché. Et ceux chez qui ça marche, on les entend peu. C'est-à-dire, vous n'avez absolument pas entendu des associations d'enfants issus de PMA qui disent « ça va très bien, merci », qu'on arrête avec cette levée d'anonymat. Et le problème de cette loi qui est passée, mais là encore, ça dissocie tout encore plus, c'est-à-dire on dit « en fait, la solution, vous la trouverez plus tard », parce qu'on a levé l'anonymat des origines. Donc en fait, on met ces enfants dans une situation paradoxale totale. C'est-à-dire à la fois, on vous donne des parents, mais en même temps, les parents, ça sera du côté du biologique. Et même si on dit, mais non, c'est pas filiatif, mais non, c'est pas ceci, on provoque ce qu'on appelle un attracteur fantasmatique du côté des origines biologiques. Et en tout cas, par rapport aux adoptions, on a bien vu l'effet de cela, c'est-à-dire tous les discours qui ont valorisé ce qu'il en est, les origines, le lien du sang et les origines personnelles, ça s'est fait toujours au détriment de la construction de la famille adoptive. Donc en fait, pour nous, tous les clignotants sont au rouge. Et il est vrai qu'on n'en a pas tenu compte. Parce que nous, voilà, on a parlé des risques. Et le fait d'ignorer ces risques, d'ignorer justement la complexité de ces situations, c'est ne pas rendre service, bon, non seulement à l'enfant surtout, mais aussi à toutes ces femmes. Donc il y a une vraie erreur fondamentale à la base de cela, c'est que ça n'est pas non plus du tout dans l'intérêt des femmes de favoriser justement ce genre de situation où elles seront bien en peine justement de se maternaliser en tant que telles. Et l'enfant d'opérer ce phénomène de transformation. Oui, alors, monsieur le député, vous arrache le micro. Ah bon? Non, parce que si on revient au principe de bioéthique, et il y avait la question qui était là, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur des lois bioéthiques? Oui, on le fait sur la question de l'anonymat. En 1994, sur les premières lois, avait été posé ce principe de l'anonymat. Et puisque ça a porté préjudice dans la construction psychique des enfants qui avaient besoin de connaître leurs origines, on revient en arrière d'une certaine manière. Sauf que là, on fait sauter plein de verrous. Quelles seront les conséquences dans 18 ans? Moi, je préférerais qu'on ne fasse pas d'erreur pour ne pas avoir à revenir en arrière dans 20 ans. Et on se retrouve, la technique évolue. La médecine prédictive, les connaissances génétiques progressent énormément. On va avoir une augmentation de la demande de gamètes. Et avec la levée de l'anonymat, au moins à moyen terme, une baisse de l'offre de gamètes. Donc il va y avoir une tension marchande sur les gamètes, et on sait très bien que pas très loin d'ici, on peut choisir des gamètes avec des caractéristiques physiques, intellectuelles, voilà. Et la tension marchande conjuguée à la dérive eugénique, puisqu'on choisirait l'enfant qu'on veut, pose des soucis. Et pour revenir au projet parental, il y a une question qui peut se poser, c'est est-ce que cet enfant à naître correspond à mon projet parental? Et là, il y a la tentation d'éviter tout risque de vulnérabilité, même si c'est qu'un risque qui n'est pas sûr. Et on voit bien que dans l'éprouvettes, on peut vérifier beaucoup plus de choses. Et je vais juste vous lire l'article 14. Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation.
si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent, puisqu'on permet des études, dans le cas de la MP, sur l'embryon. Alors, non interventionnel, seulement observationnel, mais les médecins qui sont dans la salle savent très bien que même si on n'a pas l'intention de modifier, notamment le génome, parfois de manière fortuite ou indirecte, et c'est tout l'épi génétique, on peut se retrouver dans une situation où on peut, en observant, modifier des choses. On est en train de prendre des risques qui peuvent être vraiment inquiétantes, et il faut les conjuguer aux autres articles, notamment sur les tentations qu'on a pu avoir, sur les diagnostics préimplantatoires et sur la médecine prédictive, puisqu'on voudrait se sécuriser en termes de génétique, mais là, on est en train de fabriquer les enfants parfaits. Et là, c'est un autre monde qu'on construit. Alors, juste à ce sujet, sur les lignes rouges qui risquent d'être franchies à l'avenir, l'épisode du vote pendant l'examen d'un amendement sur la reconnaissance des enfants né par GPA, à votre avis, monsieur le député, est-ce que c'était plutôt un accident législatif ou un réel galop d'essai d'une partie des députés favorables à cette pratique ? La réalité, on l'a vu avec un certain nombre d'amendements, y compris des rapporteurs. Il faut quand même vous situer, quand vous rapportez une loi, quand vous êtes dans la majorité, vous portez ce texte. Les rapporteurs ont porté des amendements pour qu'il y ait des échanges d'ovocytes entre les femmes. Ils ont porté des amendements pour qu'il y ait de l'AMP post-mortem, en expliquant on peut peut-être laisser quelques mois et puis dans un périmètre de 2 ans, il pourra avoir un enfant venu de la mort. Et les questions-là sont très compliquées. On a eu des amendements sur le DPIA, donc le diagnostic préimplantatoire. Tous ces amendements ont été portés par les rapporteurs. Sur la GPA, c'était de faciliter la reconnaissance automatique de la filiation. Et il n'y avait plus ce parcours devant le juge. Ce qui pose souci, c'est qu'on nous a mis tous ces amendements qui ont été évités. Donc toutes ces barrières éthiques qui demeurent. Mais le vrai bilan, il ne faut pas le nuancer. Ça ne doit pas masquer toutes les barrières éthiques qui tombent. Il y a eu une forme de jeu où on a dit on a évité ça, on a évité ça, on a évité ça. Oui, enfin, c'est pas un texte d'équilibre. D'ailleurs, certains l'ont dit, on passe d'une loi d'interdit à une loi de confiance. D'ailleurs, sur la recherche, on autorise, on diminue toutes les barrières éthiques. Là où il y avait un régime d'autorisation, on passe à un régime de déclaration, et se pose derrière tous nos principes de gratuité, le principe de consentement libre et éclairé. Vous avez des prélèvements biologiques pour le soin. Ils n'étaient pas destinés à la recherche. Qu'est-ce qu'on prévoit ? Pour faciliter la recherche, on pourra peut-être envoyer un mail aux personnes qui ont eu le prélèvement biologique pour leurs soins, en disant « Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous dites rien, ça veut dire que vous êtes d'accord. » Et donc, on n'est plus du tout sur un consentement express. On le voit aussi sur la question des personnes sous tutelle ou des mineurs, notamment sur les dons d'organes. Alors, à chaque fois, c'est des questions très compliquées. Mais on est en train de tourner autour de nos principes bioéthiques. Il ne suffit pas de les proclamer dans les titres. La question, c'est est-ce qu'on les rend plus effectifs demain ? Est-ce que demain, la GPA, on fait en sorte qu'il n'en ait plus ? Est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui réfléchissent aujourd'hui à louer le corps d'une femme pendant 9 mois ? On leur dit, non, votre vie ne sera pas facilitée après. Sauf que là, c'est tout le contraire. On dit, il y aura une circulaire, on va vous faciliter les démarches à votre tour. Dans une loi, il y a un côté incitatif ou il y a un côté dissuasif. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place un arsenal qui soit dissuasif, alors qu'on sent un essor de pratiques qui sont contraires à nos principes. Alors justement, il y a quand même la science qui est là. C'est une question intéressante qui nous arrive, parce que vous avez parlé de l'absence ou de la faiblesse des études, mais est-ce que le législateur a prévu d'accompagner cette loi d'études d'impact dans la durée ? Ça pourrait être... Oui, mais on est en train de faire des expérimentations avec des enfants. Vous savez, on prévoit des rapports d'exécution, d'évaluation. Enfin, les enfants... On va créer des enfants qui n'auront qu'un seul parent. Et on va faire des évaluations. On joue... on est des apprentis sorciers. Notre responsabilité en tant que législateur, moi, dans 18 ans, je ne sais pas où on sera. Mais ces enfants, si à un moment, ils ont souffert de la situation que la société a créée, ils peuvent estimer qu'on leur a porté préjudice. Et ils pourraient se retourner contre la société. Alors peut-être pas tous, parce qu'il y aura forcément des cas où ils seront épanouis. Mais on prend une responsabilité. Est-ce qu'on veut prendre celle-ci ?
Pour aller un peu dans le sens de l'interrogation et dans le sens quels sont les principes qui ont guidé la rédaction de ces lois par rapport à la bioéthique, la réponse est ça n'est pas l'éthique. Je pense que l'éthique a actuellement disparu justement du champ de la bioéthique. Pourquoi ? Parce que la bioéthique n'a pas été capable de donner des limites, tout simplement. Et lorsqu'on prend les volontés ou la volonté d'une personne comme sa propre limite, par définition, ce n'est plus une limite, étant donné que la volonté, par définition, est sans limite. Donc, les principes à la base de ces lois sont justement un principe de désir sans limite. Et là, tout ce que vous avez dit comme bah oui, bah pour l'instant, on ne va pas faire du post-mortem, bah oui, mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Voilà, moi je suis une femme, j'ai perdu mon mari, j'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai la volonté d'être une mère. Au nom de quoi vous me dites non ? Si vous êtes rigoureux et vous prenez les mêmes principes à la base de la rédaction de ces lois, il n'y a aucune raison de lui dire non. Et en fait, toutes ces différences qui existaient auparavant, qui étaient fondées sur des principes filiatifs et qui étaient une logique, c'est un montage, la filiation. En fait, on a démonté ce montage au fur et à mesure pour le soumettre à la seule volonté. Et c'est vrai que nous, et en tout cas on le voit bien dans le champ, alors c'est vrai que je travaille aussi beaucoup dans le champ de la protection de l'enfance et beaucoup dans le champ de la maltraitance, on voit dans ce champ-là de plus en plus les mêmes principes venir, c'est-à-dire des hommes incestueux réclamer leur reconnaissance en tant que père en raison justement du droit des origines de l'enfant. Et au nom de quoi on va dire non ? Pour l'instant, la double filiation est interdite, c'est soit la fille, soit le père, pas les deux. Mais au nom du droit des origines, pourquoi ça ne va pas sauter ? C'est-à-dire, même ces principes, c'est-à-dire à partir du moment où c'est la volonté qui régule, en fait, la volonté ne régule pas. Parce que l'essence même de l'éthique, inspirée justement par le droit, c'est de fournir justement un outil de limitation. Et en fait, les limitations sont extrêmement structurantes. C'est-à-dire, on dit oui, la GPA, l'intérêt de l'enfant, c'était de le reconnaître sur l'état civil français. Pour nous, pédopsie, non, ce n'est pas son intérêt de reconnaître une fraude. Fraude omnia corrompit, c'est-à-dire la Cour de cassation a reconnu ça pendant quelques mois, jusqu'au moment où elle est revenue justement sur cette conception. Or, bien sûr que la fraude corrompue, un chemin frauduleux ne peut pas être validé par la suite, ça consiste à valider le chemin frauduleux. Donc ça veut dire que pour les origines de l'enfant, je valide la fraude, je valide l'instrumentation de la femme, je valide un contrat où tout est prévu. Donc là, moi, je suis effectivement inquiet pour l'avenir parce que, alors qu'on devait préparer les 50 prochaines années par rapport à des lois fondées sur l'intérêt de l'enfant, on les a fondées sur la volonté des adultes. Et du coup, l'enfant a été, si je puis dire, trahi dans ses fondations. Mot de la fin. Je crois aussi qu'on prend une sacrée responsabilité en inscrivant avec le projet parental comme alpha et oméga du fondement de la filiation pour pouvoir accéder à la procréation, le cheval de Troie, permettant peut-être par la voie contentieuse, par une question prioritaire de constitutionnalité qui sera renvoyée à la CEDH, la possibilité à terme d'aboutir à la gestation pour autrui. Et je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. Et en bioéthique, on ne peut pas pratiquer le en même temps. On ne peut pas pratiquer le en même temps. Ce qui compte, c'est l'effectivité de nos principes éthiques. Et à un moment, si on estime qu'on ne peut pas acheter un organe, il faut tout mettre en œuvre pour qu'effectivement, on n'achète pas d'organes. Et je crois que c'est ça le rôle du législateur, sa responsabilité, c'est de donner corps à nos principes bioéthiques, s'accorder et ne pas jouer sur la sémantique, mais vraiment savoir qu'est-ce que c'est la dignité de la personne, comment on le traduit, y compris en termes de recherche, d'accès aux techniques. Et une fois qu'on a convenu sur un travail de fond, sur ce que sont nos principes bioéthiques, on est capable de dire ce qui est souhaitable par rapport à ce qui est techniquement possible. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux pour ces éclairages passionnants qui nous ont permis d'appréhender un peu mieux ces enjeux et l'origine de ces clivages en profondeur. Merci à tous les ateliers de Force républicaine qui se sont à nouveau réunis ce soir. Bon courage surtout aux sénateurs qui, comme Bruno Retailleau, à qui je vais passer la parole dans quelques secondes pour conclure la session, vont désormais avoir du pain sur la planche pour s'atteler à leur tour à ce projet de loi. Donc avant de passer la parole à Bruno Retailleau, quelques informations.
Il y a 2 dates à retenir à l'agenda de Force républicaine au mois de novembre. Donc d'abord, il n'y aura pas de mercredi de Force républicaine le mois prochain, mais une soirée exceptionnelle, mardi 5 novembre, qui sera consacrée à l'islamisme. Vous recevrez toutes les informations nécessaires. Et nous comptons sur vous pour réunir vos ateliers à cette date. Et le lendemain, le 6 novembre, Force républicaine organise sa 7e convention sur le thème de la souveraineté numérique à Paris. Et vous trouverez le programme et le lien d'inscription sur le site internet. Alors merci à tous, bon débat dans les ateliers et à très bientôt. Merci à notre animatrice, merci au docteur Lévy-Soussan et puis bien sûr à Thibaut qui a beaucoup bataillé. Il le fait avec un cœur intelligent, c'est-à-dire il le fait de façon sereine, de façon calme, mais de façon raisonnée. Et je pense que ça agrandit, je trouve, la fonction parlementaire, messieurs les parlementaires qui sont ici ce soir. Ce que je voudrais dire très très rapidement, la première chose, c'est qu'on a indiqué, le gouvernement a voulu indiquer qu'il était à la fois raisonnable, très ouvert. En réalité, il n'y a jamais eu d'ouverture. Le texte qui sort de l'Assemblée, c'est le texte que le gouvernement avait voulu initialement. C'est tout. Il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu absolument aucune ouverture lors de la discussion parlementaire. Ils sont très fermés. On verra ce qu'il en est au Sénat parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir évidemment dans ce texte. La deuxième chose sur laquelle on n'a pas peut-être eu le temps d'insister, mais qui était contenue dans les 2 propos du député et du médecin, c'est qu'on voit bien que dans ce texte-là, il y a une concurrence entre 2 modèles de bioéthique. Il y a le modèle français, qui est un modèle très spécifique, il y a un modèle anglo-saxon. Force est de constater qu'on a progressivement, année après année, texte après texte, une migration du modèle français sur le modèle anglo-saxon. Le modèle français, c'est quoi? Le modèle français, il découle de ce qu'on appelait un jour une sorte d'impératif catégorique kantien, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais prendre la personne comme un moyen. Une personne est une finalité. Bien, ça n'est pas un matériau. C'est le principe de dignité, c'est le principe de fraternité. Et le modèle anglo-saxon, c'est un autre modèle qui s'accommode très bien avec un hyper-individualisme. C'est un modèle qui s'appuie sur la liberté individuelle. La liberté peut faire obstacle au principe de dignité, au principe de fraternité qui vise d'abord les plus faibles. Parce que je suis libre, parce que j'ai mon intention et mon projet, cette liberté individuelle, accompagnée du droit du contrat, accompagnée du pouvoir du marché, peut surmonter l'éthique d'une fraternité. Une fraternité que l'on doit d'abord à celui qui est le plus fragile, c'est-à-dire à l'enfant. Et c'est là que est surmonté progressivement le droit de l'enfant par le droit à l'enfant. Et je pense que cette migration, ce transfert de modèle, il est terrible. Ce qui fait dire à beaucoup, y compris de nos parlementaires, de nos élus, oui, mais ça se fait bien en Espagne, ça se fait bien ailleurs, pourquoi est-ce que chez nous, on ne le ferait pas? Oui, on a... il y a quelque temps, j'écoutais un Sibinier, je crois une femme qui avait 68 ou 70 ans. Pourquoi ne le ferait-on pas en France? Parce que de toute façon, il y a le TGV, il y a l'avion, on peut y aller. Ça signifie que notre modèle à nous devrait être un modèle qui, petit à petit, s'aligne sur le moins-disant éthique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Enfin, je dirais que bien sûr, on a parlé beaucoup de PMA, c'est important. La responsabilité de faire naître des enfants privés de père est responsable et absolument fondamentale. Où on estime que l'enfant n'a pas besoin de père, mais alors il faut le prouver. Docteur, aujourd'hui, aucune étude, pas même celles qui sont très militantes, n'a pu prouver à 100% qu'un père, ça n'est pas une figure importante pour le développement de l'enfant. Donc on mobilise, on convoque perpétuellement le principe de précaution pour l'écologie. L'un d'eux vous l'a dit, peut-être vous, docteur, effectivement, sauf pour l'enfant, où cette pensée préventive, c'est une expression qui vous est due, est totalement effacée, alors que les apprentis sorciers, on y a joué et on a vu ce que ça a pu donner pour la planète. Donc il y a cet élément-là. Il y a beaucoup d'autres éléments. La GPA est un élément fondamental. Je pense que, en tout cas, je le ferai, moi, à titre personnel au Sénat. J'essaierai de faire passer des amendements pour bloquer cette régularisation des conséquences à l'étranger de la GPA, parce qu'on est totalement hypocrite. Vous savez qu'aujourd'hui, en réalité, on peut
faire une GPA et à l'étranger, et on arrive en France grâce à la double décision de la Cour de cassation récente et il y a quelques années, grâce à la décision aussi du tribunal, enfin de la Cour d'appel de Paris en matière d'adoption, on vous régularise ce qui pourtant est interdit en France. Et là, je pense que ça n'est pas possible. Je crois que là, on peut vraiment, même si on a d'autres désaccords, se mobiliser. Enfin, il y a un autre point, on n'a pas eu le temps d'en parler. Moi, j'ai été choqué, ça m'a beaucoup marqué cet été lorsque j'avais lu des articles sur la création d'un chimère, d'un embryon chimère. Certes, en France, vous n'avez pas le droit, à partir d'un embryon humain, d'y transplanter des cellules tutipotentes, pluripotentes, animales. Ça, c'est interdit. Mais lorsqu'on avait lu le texte, notamment l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État avait dit « Attention, fermez la porte à ce qui est possible actuellement dans la future loi de bioéthique, puisque, et malheureusement c'est toujours possible, vous pouvez faire ce que les Japonais ont fait, vous prenez un embryon animal et vous créez une chimère animal-homme, c'est-à-dire vous y implantez des cellules tutipotentes qui malheureusement peuvent migrer n'importe où. Alors pourquoi le fait-on? On le fait toujours, évidemment, dans de bonnes intentions. On le fait parce qu'il y a des problèmes pour trouver des greffons et on serait content demain d'élever des porcs qui auraient un foie, qui serait un foie humain pour pouvoir le transplanter. Et bien sûr, on va là encore convoquer l'émotion en disant « Mais monsieur Retailleau, vous vous rendez compte si vous aviez demain un enfant et que cet enfant, est-ce que vous tolériez ou pas, vous n'aimeriez pas avoir justement cette possibilité ?» Mais non, parce que les Japonais nous ont dit qu'en créant cette chimère, le journaliste les interroge et dit « Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas des cellules qui vont migrer dans le cerveau ?» Le chercheur japonais dit « Ah non, non, on n'est pas sûr, il peut y avoir cette migration. » Et à partir de quand le cerveau ne pourrait pas être un cerveau humain? Mais rassurez-vous, à partir du moment, si on estime qu'il y a 30% de cellules humaines qui constituent le cerveau de l'animal, alors il y a le risque du trouble entre les espèces, alors il y a le risque d'une forme d'humanisation de l'animal, d'une forme de naissance d'une pensée humaine, d'une conscience humaine. Vous vous rendez compte, on tutoie des abysses. Malheureusement, même cette porte-là, Thibault, n'a pas été fermée. Pire même, parce qu'avant, il fallait un régime d'autorisation, c'est-à-dire que ce type de recherche devait recevoir une autorisation. Maintenant, ce sera une simple déclaration. On déclare et puis on y va. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de barrières éthiques qui ont sauté. Malheureusement, la PMA s'empare à absorber l'ensemble du débat, mais je pense que dans ce débat, il y a beaucoup d'autres choses. Bien sûr que c'est important, la PMA s'empare, et j'y suis opposé, et voilà, on en discutera bien sûr aussi au Sénat. Mais il y a beaucoup d'autres points qui sont des points extrêmement importants et qui sont des points qui relèvent en réalité de la conception que nous avons de notre civilisation, de notre modèle tout simplement social pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux et je vous rappelle les deux rendez-vous qui seront importants. Le premier, notamment autour de Zineb El Razoui, vous savez, qui était une rescapée puisqu'elle n'était pas dans la rédaction de Charlie Hebdo lorsqu'il y a eu l'attentat du mois de janvier 2015. On fera un point justement sur le radicalisme, l'islamisme, parce qu'aujourd'hui il y a énormément, vous avez pu le constater, de polémiques et je pense qu'il faut remettre bien les choses à l'endroit et il faut ne pas faire comme le gouvernement, c'est-à-dire pratiquer la politique de l'autruche, mais définir le phénomène pour définir les moyens de lutter contre ce phénomène. Et le lendemain, ce sera une convention puisqu'il y a deux grandes transitions auxquelles nous sommes confrontés. Il y a une transition de type, bien sûr, écologique, mais il y a une transition aussi numérique. D'ailleurs, le transhumanisme a quelque chose à voir, l'intelligence artificielle dont il faut discuter, puisque des chercheurs un peu fous essaient de voler l'intelligence humaine pour la mettre sur un support qui serait impérissable et faire en sorte que désormais nous soyons des êtres immortels. Voilà, donc on voit bien que tout ça est à la confluence des grands débats de notre société. Je vous donne rendez-vous aussi pour le 6 novembre. On aura une convention absolument passionnante sur les enjeux du numérique qui ressortissent bien sûr du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique qui ouvre là encore des espaces presque infinis
fini pour craquer tous les codes de sécurité. Bref, c'est un monde à la fois passionnant, qui présente beaucoup d'opportunités et parfois quelques menaces. Force républicaine, comme à son habitude, nous le traiterons avec beaucoup de raison, de la patience et aussi de la sérénité. Merci à vous et je salue tous les ateliers qui nous ont suivis dans toutes les provinces de France. Merci et bonsoir.